sur Télé Antilles, dans votre émission, les invités de Mike, mesdames, messieurs, que vous soyez sur Free, le canal 932 Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407, que vous soyez sur Dailymotion, YouTube, mais également le Facebook de Télé Antilles. Soyez les bienvenus. Avec nous, deux invités aujourd'hui, que vous soyez également donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également en Corse, donc sur ce territoire donc corse. Soyez les bienvenus. Avec nous, deux invités. Nous allons parler donc d'une belle ville, ville balnéaire ou terre agricole. Ce sera à eux de nous dire donc dans cette émission. On parlera donc du Lorrain. Je reçois donc le premier magistrat donc de la ville du Lorrain, monsieur Justin Pamphile, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir Mike, et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent, quel que soit l'endroit où ils sont. Et je suis très heureux en tout cas d'être avec toi à Télé Antilles et puis d'être avec ceux qui nous voient de par le monde. Voilà, merci en tout cas, monsieur le maire, donc, d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour dire, on reçoit tous ceux qui le souhaitent dans cette émission. Alors, sans parti pris, voilà, on parle de politique, on parle du pays, on va parler du Lorrain donc aujourd'hui. Et puis, on a un deuxième invité pour accompagner Justin Pamphile, c'est Olivier Jean-Denis, qui est donc conseiller municipal donc, de cette municipalité lorinoise et également délégué communautaire donc, dans cette organisation, cette communauté d'agglomération de Cap-Nord. Oui, bonsoir, bonjour à toutes et à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent, tant sur la France hexagonale que sur les Outre-mer. Donc, Maëla, bel bonjour. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas dans cette émission, une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que je salue et que je remercie par la même occasion. Je vais également saluer Lady Slide donc, pour la mise en œuvre donc, de cette émission, Jean-François Saint-Louis et Daniel Borilla, donc la direction des programmes de Télé Antilles. Avec nous, donc on vous l'a dit, monsieur Justin Pamphile, donc premier magistrat, donc le maire en titre et en chef de ce territoire, donc de cette collectivité, de cette belle ville du Lorrain. Alors, je profite pour saluer Jean-François Saint-Louis, qui est également qui s'est maille Lorrain. Il parle. Ah bah oui, voilà. oui, il est Jean-François. Je fais un petit coucou à Jean-François, qui est un Lorinois. Pure souche. Pure souche, et ouais. Il le revendique d'ailleurs souvent. Tout le temps. Mais c'est même pas le revendiquer. Peut-être même un peu trop. Il l'affirme. Ouais. Et je lui dis de continuer à l'affirmer. Il a raison. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse. Hein, donc, qu'on puisse faire bénéficier donc, de cette aura quand on aura donc l'aura qu'a Jean-François, donc de faire dire que voilà, je suis originaire du Lorrain et au Lorrain, il y a de belles choses et promotionner sa ville. C'est un peu ça donc qu'on lui demande. Alors, le Lorrain, entre les villes de Marigot, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, cette petite ville côtière, donc ville, petit port de pêche ou alors... Alors non. Il y a eu quelques marins pêcheurs au Lorrain. Ouais. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui m'a appelé, d'ailleurs je le salue, Michel Landa, et qui m'a appelé cet après-midi, je n'ai pas encore pu le rappeler. Non, le Lorrain, le Lorrain comme Sainte-Marie, comme le Morne-Vert, Font-Saint-Denis, les terres du Nord sont des terres agricoles. Oui. Vraiment à fort caractère agricole. On revendique souvent d'être le grenier de la Martinique. Donc le Lorrain, c'est supermarché agricole paysan, ouais. Avec d'autres communes, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et on fournit au pays au moins une chose. À l'époque, on disait que le Lorrain, c'était le royaume de la banane. Bon, c'est pas que la banane. Ça l'est toujours un peu. Oui, un peu. Ouais. Mais bon, les choses ont un peu évolué quand même quand on regarde les exploitations de bananes qui sont aujourd'hui dans le sud, dans le centre et dans le nord. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Mais on reste un territoire agricole. Il y a des services, hein. Un labo, il y a un certain nombre de choses. Un lycée avec à peu près 700-800 élèves. Ouais. Donc, on est une ville... qui a des atouts, la farine de manioc, le sirop de batterie. Moi, ça va les mamans là, mettre boîte sirop yo, feuillo et donc le sirop de batterie de la famille. Avec modération. Évidemment, oui, Mike. toujours. Je ferai pas l'apologie de l'alcool, oui. Mais je dis à tout un chacun que prendre son petit feu avec un peu de sirop de batterie, ça fait du bien là-bas où ça passe. Voilà, un petit décollage, comme on dit. Justin Pamphile, donc. Président donc, de l'association des maires de Martinique. Alors, quand on a cette fonction, ça veut dire qu'on est là donc, depuis quelque temps. 3e mandat pour Justin Pamphile, on peut le dire. Alors, 3e mandat de maire. Ouais, je suis sur effectivement ma 3e mandature. Première mandature en tant que président de l'association des maires. Non, l'association des maires, c'est
c'est la confiance que les collègues placent en vous pour les représenter. Mais la difficulté de ce mandat, pas de ce mandat, de cette fonction de président de l'association des maires, c'est qu'il faut arriver à faire le consensus. Hein. C'est-à-dire que chaque maire a sa personnalité, chaque maire a son opinion politique. Et il vaut mieux arriver son positionnement, son rayonnement, je dirais son aura, son caractère. Donc il faut arriver à essayer de concilier cette représentation de chacun des collègues sans mettre en avant on va dire ses orientations personnelles. Ça c'est important. Donc ça vous oblige au consensus, ça vous oblige à être modéré quand vous êtes en représentation de président de l'association des maires. Mais en tant que maire, évidemment, j'ai mon mot sur la ville, qui peut être différent de ce que je peux pratiquer en tant que président de l'association des maires. D'accord. Président de l'association, donc 34 communes. 34 communes. Donc vous arrivez, il y a une fréquence pour les rencontres entre ces différents... mensuellement, on a ce qu'on appelle la plénière des maires. Le premier mercredi ou le deuxième mercredi du mois, on réunit les collègues et on aborde des sujets, en général, 3 sujets majeurs pour discuter. En physique ou en visio? En physique et puis en visio, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, les Bouglas, c'est pas évident, hein, ils ont des agendas et des plannings un peu chargés. Et puis, on a mis en place quelque chose, des fois des thématiques. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on avait une thématique culture. On a fait une thématique sur l'éducation. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a nécessité, on peut réunir les collègues adjoints ou délégués qui ont en charge d'une responsabilité ou une compétence avec un technicien. Donc, par contre, là, on est sur des ateliers où là, on est vraiment dans un atelier de travail pour que ça puisse après aboutir à quelque chose de plus opérationnel. Voilà, donc en tout cas, merci monsieur le maire d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Justin Pamphile, mesdames, messieurs, donc, qui est le premier magistrat, je l'ai dit, donc, et maire donc, de cette ville du Lorrain. Un peu moins de 7000 habitants, alors, dire. Oui. Vous flirtez avec les 7000 et puis, quand ça, je sais pas, il faut pas passer la barre des 7000 ou... Il vaut mieux, j'aurais préféré au moins qu'on stabilise à 7000 et qu'on aille chercher un peu plus d'habitants. C'est ce qu'on est en train de faire, le travail qu'on fait aujourd'hui en matière de logement. On a produit à peu près, sur les 5-7 dernières années, on a produit, mais avec les bailleurs sociaux, la SMHLM, Ozanam, d'ailleurs je leur dis merci, et puis la CIMA, et puis également la SEMSAMA. On a produit du logement sur le territoire, et ça nous permet effectivement de stabiliser. Mais ce qu'on voudrait davantage, c'est faire en sorte que les gens puissent accéder à la propriété et les inciter à construire du logement. Donc là, on est en train d'y travailler. D'accord, très bien. Alors, moi j'ai reçu plusieurs élus à votre place ici, donc alors, tous décrivent cette baisse drastique donc, de la population. Est-ce que c'est aussi votre cas au Lorrain? Vous perdez beaucoup d'habitants d'année en année? Allez, on est sur une perte d'environ, parfois entre 3 et 6%. L'une des villes qui a gagné un peu de population, et ça fait quelquefois sourire, c'est Ajoupabouillon, qui a gagné 1%, parce qu'ils venaient de livrer un lotissement, donc ils ont gagné. D'ailleurs, j'encourage les gens à revenir habiter dans le Nord, parce qu'ils se rendent compte bien aujourd'hui que pour faire un Lorrain-Fort-de-France le matin ou le soir, il faut compter 1h30 de trajet. Donc c'est un vrai problème aussi. C'est le déplacement, la mobilité, le transport, c'est une catastrophe, notamment pour ce qui concerne les véhicules. Et donc il y a une vraie volonté de tout le maire. On n'a toujours pas de solution pour régler ce problème. La solution, c'est désengorger. C'est arriver à désengorger le flux des milliers de voitures qui arrivent sur Fort-de-France ou Lamentin le matin, avec des points d'engorgement, Brasserie Lorraine, Mangovulsin, le rond-point de la gendarmerie, Mao, parce que c'est là où l'engorgement se fait. Et puis le soir, c'est le phénomène inverse, c'est qu'il faut sortir de Fort-de-France, repasser les ronds-points dont je parle et faire en sorte que les gens puissent retrouver les artères et rentrer dans les villes. Donc c'est ces ronds-points-là aujourd'hui qui étaient au demeurant présentés comme des solutions et qui sont devenus aujourd'hui des problèmes à résoudre, parce que quand on arrive dans un rond-point, c'est de céder le passage et il faut laisser passer les gens. Il faut trouver une bonne organisation de circulation. Toute la problématique est là quand on arrive à Martinique, donc se déplacer. Les embouteillages. Les embouteillages, on se croirait sur le périphérique de... Bon, c'est-à-dire que, moi je redis, vous avez des engorgements qui sont ciblés, identifiés. Le Nord Caraïbes, c'est pareil. Je ne parle même pas de ceux qui sortent dans le Sud. Dans le Sud, les embouteillages commencent quasiment à Petit-Bourg, Rivière-Salée, sous le pont
des Trois-Îlets. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. On est conscient du problème. La question du développement du transport est aujourd'hui un nœud. Le transport maritime, le transport routier, le transport par mobilité publique, TCSP depuis Ducos, et ensuite TCSP depuis Mao, avec un objectif également d'extension du TCSP dans le nord vers le Robert et puis de l'autre côté vers Rivière-Salée pour permettre de désengorger le flux de voitures. Et puis, puisque tu en parles, Marc, rapidement, c'est la question du télétravail. Ouais. Bon, on va peut-être pas aborder ça aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie solution. Mais, alors, le télétravail permet quand même parfois de désengorger. Oui, mais pas tant que ça. Mais ça désengorge. Parce qu'on l'a vu, on pensait, alors je le dis parce que ici, dans l'Hexagone, on a pensé que les choses allaient se stabiliser avec la mise en place du télétravail, donc depuis la crise sanitaire. J'ai pas l'impression, d'ailleurs, j'ai comme l'impression que depuis cette fameuse crise sanitaire, les gens utilisent donc de moins en moins les transports en commun parce qu'avant, ils disaient très clairement donc quoi attraper maladie dans les transports, donc voilà. Donc aujourd'hui, donc les gens se déplacent de plus en plus en voiture. Et il faut le dire, la Martiniquaise aime sa voiture. Non, le Martiniquais n'aime pas sa voiture. Il n'a pas d'autre choix. Ouais. Donc, comme il n'a pas d'autre choix, il prend sa voiture. Parce que le problème de la mobilité et du transport, c'est que quand vous finissez à 14h30 et puis qu'il n'y a pas un bus capable de vous ramener chez vous immédiatement, c'est un problème. Alors moi, j'ai vu quand même, il y a, on peut le dire, on peut le citer, il y a Martinique Transport quand même, qui a fait de gros efforts. Oui. Il y a des choses qui sont en train donc d'être mises en place. Enfin, il faut encore beaucoup plus, mais... C'est vous qui êtes à la tête du pays, c'est vous les élus, c'est à vous. Enfin, je le dis, la politique, c'est la science qui étudie donc le futur. C'est à vous de nous proposer les solutions. On est totalement d'accord, Mike. Et je vais même aller plus loin. Olivier pourra en parler peut-être aussi. C'est nous au Lorrain, nous avons été précurseurs. Dans le Nord, nous avons été parmi les 3 communes, Gros-Morne, Trinité bien avant nous, et le Lorrain a été la seule ville après Trinité et après le Gros-Morne, qui a institué un réseau de transport urbain dans sa ville. Oui. Et ça nous a coûté quand même pas mal d'argent, et ça continue de nous coûter malgré le fait que nous ne portons plus en live et en direct la compétence. Mais c'est nous qui avons mis... Je me souviendrai toujours de la date. Le 6 février 2012... Oui. Au Lorrain, 6 bus et ça roule dans la ville. Voilà. Et ça continue de rouler. C'est quoi ça? C'est un transport urbain, interurbain? C'est un transport urbain qui desservait tous les quartiers avec des fréquences, des heures de passage. Les gens étaient relativement satisfaits. Ça existait avant ailleurs? Pas au Lorrain. Ouais. On est en train de parler du Lorrain. Et j'ai dit les villes où ça existait. D'accord. Ça existait à Trinité, ça existait au Gros-Morne, sur les 18 villes de la communauté. Et nous avons été précurseurs en lançant un réseau de transport urbain dans la ville. D'accord. Donc ça veut dire que les quartiers, les gens qui sont dans les quartiers un petit peu mal desservis, peuvent rallier donc le centre-ville pour aller faire... Jusqu'à présent, alors ici, parfois je vois des coups de gueule, des mécontentements liés avec la durée d'attente du bus, mais là, ça ne dépend plus du maire. Même si je relaye sans problème auprès du transporteur et auprès de Martinique Transport des difficultés qui sont sur le terrain, mais aujourd'hui, nous sommes desservis avec un réseau de transport urbain et je m'en félicite. Parfois, il faut bien se dire qu'on a fait un travail qui n'était pas mauvais, qui était bon, et que les gens aujourd'hui dans les quartiers savent que à telle heure il y a un bus qui passe et ils peuvent attendre ce bus-là. Très bien, qu'on soit à Séguino, qu'on soit donc à Carabin, donc on peut très très facilement rallier donc le centre-ville pour venir. Alors tiens, puisqu'on parle du centre-ville, on en parle aussi. On voit donc un centre-ville qui est. Alors moi j'ai eu l'occasion donc de traverser à plusieurs reprises donc le Lorrain. J'ai l'impression que voilà, on traverse des centres-villes qui sont quasiment donc des centres-villes déserts. Il n'y a rien. Désert. Alors, oui et non. Mais... je le dis parce que j'ai traversé un dimanche après-midi. Oui, mais c'est normal. Mais quand bien même, oui. on sait que le centre-ville, justement, c'est... Alors, je ne dis pas que ça grouille tout le temps, mais on n'a pas de commerce, on n'a pas de... Voilà. Et ça n'attire pas quand c'est fermé. Quand c'est fermé, ça n'attire pas, ou ça n'attire plus. Oui. Sauf qu'il y a des jours, effectivement, comme le samedi ou les jours de semaine, où ça attire beaucoup.
la mise en place du système de transport sur le Lorrain. C'était un pari qu'on avait lancé depuis 2012. C'était justement pour à nouveau irriguer le centre-bourg et permettre aux habitants des quartiers d'aller d'un quartier à un autre, mais surtout de venir dans le centre-bourg, à la fois pour faire des emplettes, aller à droite à gauche, visiter les personnes à l'hôpital, pouvoir se déplacer sur le territoire. Ça, c'était une première chose. Maintenant, derrière, nous positionnons un certain nombre d'animations dans le centre-bourg, comme par exemple l'animation du marché. Il y a un marché, j'ai envie de dire, important tous les mois, tous les deuxièmes samedis du mois. La culture. Voilà, la culture. Lorsqu'il y a des périodes comme par exemple Noël, nous organisons également une animation de Noël sur toute une journée autour du marché pour attirer effectivement les personnes des quartiers, mais des autres communes également sur le Lorrain. Il faut savoir qu'on est, on a dit, un peu moins de 700 000 habitants sur le Lorrain. 7 000, Olivier. 700 000. 700 000, c'est Guadeloupe, Martinique confondu. Peut-être que je voulais dire 700 000 un jour ou l'autre. Non, on est un peu moins de 7 000 habitants. Ouais. Mais nous desservons, en tout cas, les services qui sont proposés sur le territoire permettent d'accueillir les habitants du Grand Nord, donc d'Ajoupa et jusqu'à Grand-Rivière, notamment la France Service, qui permet de regrouper les différents services de l'État, le Pôle emploi, la CGSS, etc. Et ça permet aux habitants des autres communes de venir chez nous. Alors évidemment, le dimanche après-midi, vous ne verrez personne dans le bourg, mais les autres jours, oui, c'est très animé, c'est relativement animé. Maintenant, il nous faut poursuivre cet effort de redynamisation des centres-bourgs, et ça n'est pas chose simple. Donc voilà, quand je dis que c'est un peu désert, vous êtes d'accord avec moi? Et puis non, dimanche après-midi, on est tout à fait d'accord, parce que tout le monde est occupé à manger en famille. Il faut qu'on se repose. C'est ce que vous allez me dire. Aller au match, aller au foot. Très bien. Alors tiens, justement, quand on parle de foot, quand il y a des matchs, on le voit, mais pas qu'au Lorrain. Le transport, c'est zéro, hein, donc ça n'a pas changé. Non, mais ça dépend. Ça dépend de l'heure du match. Ouais. Par exemple, quand vous avez un match en nocturne, je sais pas, un vendredi soir, Ouais. nous sommes l'une des rares villes à avoir un stade de compétition avec de l'éclairage nocturne. D'accord. L'une des Homologué. homologué, D'accord. et qui permet effectivement, d'ailleurs, tellement homologué que la Ligue de foot nous interpelle relativement souvent. La sélection féminine des jeunes femmes vient souvent jouer chez nous. Ouais. Et en nocturne, parce qu'il faut leur donner des conditions. Quel est l'intérêt du nocturne? Le nocturne, c'est que quand vous jouez à 15h30 et quand vous jouez à 20h, c'est pas la même chose en termes de fraîcheur, en termes de... C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Absolument. Et nous, au contraire, notre terrain est totalement ouvert à toutes les compétitions. Nous avons un stade de un gymnase aujourd'hui qui est en réhabilitation. Non, le Lorrain, c'est une ville sportive. En tout cas, la piscine, le gymnase, les terrains annexes, la piste d'athlétisme, on a des équipements qui aujourd'hui nous permettent d'accueillir des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, on a une compétition d'athlétisme caribéen qui se fait au Lorrain. Et en plus, nous sommes en train de finaliser la rénovation d'un espace d'hébergement capable d'accueillir environ 70 personnes. Oui. À côté des équipements sportifs. Non, nous sommes une ville bien dotée. D'ailleurs, on nous le dit tout le temps. Et vous l'avez toujours été, je crois, sous le Lorrain. Toujours bien dotée. Et l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte qu'on nous a remis un certain nombre d'équipements aujourd'hui, et à charge pour nous de faire en sorte de pouvoir demain transmettre à nouveau à des équipes qui seront en responsabilité pour que, bien que cette dynamique de ville sportive se perpétue. Très bien. Alors, puisqu'on parle de responsabilité, vous l'êtes en responsabilité, vous êtes en responsabilité donc, de cette municipalité donc, du Lorrain. Nous sommes quasiment à mi-mandat. Un petit bilan donc, de cette première partie de la mandature qui répond Olivier Jodoni. Oui, je vais commencer, Ouais. bien sûr. Alors, on rappelle que vous êtes conseiller municipal, Oui. vous avez plusieurs délégations. Oui, absolument. J'ai plusieurs délégations, l'insertion, la jeunesse, la citoyenneté et la culture. Ouais. Mais par ailleurs, Ça ne fait pas beaucoup pour un seul élu. Mais Ça vous fait pas voyez beaucoup comment il pour est le seul dynamique. élu. Comment Donc, il est en fait, dynamique. il faut être au service à la Oui. fois de la population et puis assumer les responsabilités Non, qu'on c'est a une boutade, demandées à hein. notre C'est une population, boutade. bien sûr. Et en plus de ça, donc en fait, je suis délégué communautaire donc à Ouais. Cap-Nord, Martinique, en charge justement de l'insertion également. Bon. Votre question portait sur le bilan. le bilan ouais, de mandat, ouais. le bilan de mi-mandat. Mi-mandat. Le bilan de mi-mandat. Alors, en tout cas,
on aura l'occasion d'en parler donc avec la population. Peut-être que vous saurez, on va d'abord commencer chez vous, mais en tout cas, on a un bilan de mi-mandat qui est plutôt intéressant et qui, dans nos derniers échanges... Vous n'êtes pas positif, mais intéressant. Ah non, très intéressant. Et dans nos derniers échanges, parce que je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Dans nos derniers échanges, nous étions en train de nous dire que finalement, on avance beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, on est en responsabilité, on va poursuivre notre travail. Sur l'insertion, notamment, par exemple, nous avons entrepris depuis le début de la mandature un sérieux travail nous permettant de mettre en place une maison de l'insertion et du développement social sur le territoire et qui permet à la fois d'accueillir les demandeurs d'emploi de tout le territoire, quel qu'il soit, pour ensuite leur proposer des solutions d'emploi à travers les chantiers d'insertion lorsqu'on en a sur le territoire, à travers donc la mise en contact avec les entrepreneurs et par le biais aussi de la formation. On a un bilan qui est très intéressant là-dessus et un travail que nous allons poursuivre. Mais sur d'autres domaines comme la culture, où nous sommes en train de, j'ai envie de dire, travailler sur la structuration, les infrastructures plutôt dédiées à la culture, où on a des projets plutôt intéressants que nous espérons pouvoir boucler avant la fin de l'année. Mais on l'a dit tout à l'heure, en termes d'animation, on a travaillé. Et dès 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2020, en fait, dès le lendemain des élections, il y a eu le confinement sur le territoire, en tout cas chez nous en Martinique, et peut-être sur le territoire national. Nous n'avons pas hésité à mettre en place des actions liées à la culture décentralisées, avec un certain nombre en respectant les gestes barrières, etc. Nous avons souhaité sur le territoire maintenir des activités et des actions culturelles de manière à permettre, que les gens puissent sortir lorsque ça a été possible de chez eux et venir assister à un certain nombre de spectacles en toute sécurité. 2, permettre également aux artistes, qu'ils soient les locaux ou des locaux du Lorrain, mais aussi d'ailleurs, de pouvoir proposer leur spectacle et de pouvoir rencontrer leur public, parce que c'est nécessaire. Et nous avons été l'une des rares villes à proposer cela et à maintenir des activités culturelles sur tout le territoire. Aujourd'hui, nous continuons notre travail en ce sens. Sur l'équipement, et on l'a dit tout à l'heure, le maire l'a dit, c'est vrai qu'on est bien doté en équipement sportif, en équipement de proximité, mais nous poursuivons notre travail, notamment avec la construction ou la réhabilitation plutôt de gîtes, l'augmentation de la capacité d'accueil de ces gîtes, on a dit, pour atteindre à peu près 70 personnes, mais en même temps, nous réhabilitons l'ensemble des équipements sportifs, et notamment le stade principal qu'il y a autour... Du Lorrain, très beau stade d'ailleurs. Très beau stade qu'il y a alors, avec autour la piscine municipale, on a dit la piste d'athlétisme, et à quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres, nous avons mis en place un mini-centre équestre. On a conçu un mini-centre équestre qui permet de proposer d'autres types d'activités sur le territoire. D'accord. Donc il y a des chevaux, il y a des poneys. Absolument, avec une association et des professionnels qui font cela très bien, qui proposent aujourd'hui le cheval sur le territoire. Très bien. Et nous n'avons pas, on va pas s'arrêter là. La mandature n'est pas terminée. Ouais. Et je veux juste rajouter. Vous avez plein de choses à nous dire. Non, mais je veux. Ce mi-mandat, monsieur le maire. On va en parler. Oui. Non, mais je veux dire un mot, mais juste un mot sur le ministre Centre-Équestre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti avec on a créé un ministre Centre-Équestre, mais on avait des hommes qui avaient des chevaux et qui avaient besoin d'un espace justement pour pouvoir développer l'activité. Et donc, on a un formateur dans le domaine équestre. Et puis, on a quelqu'un qui gagne d'ailleurs beaucoup de courses. C'est quelqu'un que les Martiniquais connaissent, c'est M. Sainte-Rose, et qui avait également des chevaux. Non, pas que. Non, il est agresseur, préparateur, et il gagne d'ailleurs des propriétaire aussi. Propriétaire. Et donc, on a voulu faire ce travail-là, et on va continuer dans cette optique-là, parce qu'on a un très beau projet qu'on présentera très bientôt au Lorinois. D'accord. Dans ce domaine ? Oui. Et les gens seront très, très, très surpris de la qualité du projet qu'on va leur présenter. Très bien. Vous allez ouvrir un hippodrome sur le... Non, pas jusque-là. Mais il y a un bel hippodrome à Carrère qui a déjà parfois du mal à...
je dirais, à avoir où on n'a pas de course, pas forcément tous les dimanches. Ouais. Non, on a quelque chose qui va permettre si on rase un peu une partie de la forêt domaniale, non, sans toucher à la forêt domaniale. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mini-centre et on constate effectivement, compte tenu de l'affluence, qu'il y a une nécessité à aller plus loin. On développer. Développer et à proposer encore de nouvelles activités sur le territoire. Monsieur le maire, donc pour continuer donc à défendre votre bilan mi-mandat. Non, je ne le défends pas, je le vis, mon bilan mi-mandat. Et je le vis parce que j'ai ça ancré en moi, dans les tripes, et je suis tous les jours avec les collègues au taquet pour que les promesses que nous avons... Justement, est-ce que quand on est maire comme vous l'êtes, quand on est au pouvoir, est-ce que c'est important de dire, mais voilà, j'ai promis ça aux Lorinois quand je me présentais donc pour cette élection, et est-ce qu'on jauge un petit peu? Oui, très facilement, parce que quand on fait... Et c'est ça qui fait la qualité d'un élu, c'est ce qui fait la force d'un élu, et parce que tu le disais tout à l'heure, Mike, c'est comment on se projette. C'est-à-dire qu'en 2020, on s'est projeté, on a dit aux Lorinois, voilà ce que l'on va faire. Et en 2023, on leur dit, voilà où on en est, à mi-parcours. Et en 2026, voilà ce qu'on a réalisé. On a un slogan, nous, au Lorrain, c'est on dit ce qu'on va faire, on fait ce que l'on a dit et on voit ce que l'on a fait. Parce qu'au bout du compte, si les gens... C'est beau, mais il faut que ça tienne toujours la route. Ah si, c'est dire, faire et voir. Ouais. C'est le principe que l'on a institué, dire, faire et voir. Et je peux vous assurer aujourd'hui que non seulement on est en train de faire ce qu'on avait annoncé dans le cadre du projet de ville qu'on avait présenté, mais on est parfois allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait inscrit dans le projet de ville. Donc, moi, je dis aux gens d'être confiants. On a une équipe qui est dynamique, solide. Parfois, il peut y avoir des moments de doute, d'hésitation. C'est humain, parce qu'on peut avoir des moments où on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment dans le bon sens? Et le bilan de mi-mandat va nous permettre effectivement de partager et puis d'entendre les gens sur les attentes, quelquefois, qui ne sont pas encore aujourd'hui réalisées. La seule chose que je sais, c'est que sur le collectif, je n'ai aucun doute, je n'ai pas d'hésitation à dire qu'on avance. Parfois, il y a des demandes individuelles, et là, c'est un peu plus compliqué parfois de pouvoir à la fois mener le collectif et puis de répondre individuellement à chaque individu sur une demande qui peut être une demande légitime, de réaliser une voie, de permettre de leur donner des moyens pour pouvoir améliorer leur habitation. Donc, on est au combat. Maintenant... pour moi, un bilan de mi-mandat, c'est une vision réalisée et qu'on va partager avec d'abord les Lorinois aujourd'hui, parce qu'on a ce travail-là que l'on fait également sur l'île de France, mais on le fera également en Martinique les jours prochains. D'accord. On dit toujours souvent que le maire, quand il est en poste, il dit toujours oui. Est-ce que vous êtes... je dis non. Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive de dire non. Oui. Non, je dis non parfois. Quand les demandes sont des demandes... je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de déclasser 50 000 m² de terrain. J'ai dit non. Parce que c'était du terrain agricole. Et quand j'entends les gens dire des fois n'importe quoi en pensant que les maires sont dans de la spéculation foncière, vous savez, on entend tout n'importe quoi. Non, je pense que quand on vient me demander de déclasser 50 000 m² de terrain agricole, je suis en responsabilité. Quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle d'autonomie alimentaire, on ne peut pas prononcer ces mots et puis derrière déclasser 50 000 m² de terrain. Bien au contraire, c'est que dans la révision de notre plan local d'urbanisme, on fait en sorte, le PLU, on fait en sorte de retrouver du terrain agricole et pour nous permettre effectivement de donner au PLU de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là nous permet derrière de pouvoir reconstruire la ville sur elle-même et faire en sorte que dans nos cœurs de ville, qu'on puisse continuer à travailler sur les cœurs de ville. Une autonomie alimentaire en Martinique, ça passe aussi par le Lorrain? L'autonomie alimentaire passe par le Lorrain de manière indéniable. C'est-à-dire qu'il faut emmener... Nous avons la chance d'avoir un CFPPA sur le territoire de la ville du Lorrain qui forme des jeunes demain au métier agricole. Nous avons au Lorrain fait un chantier d'insertion avec des femmes qui étaient intéressées à un moment donné par ces métiers. Nous avons également, avec des associations sur le terrain, fait un travail en matière d'aquaponie, à la fois qui conjugue à la fois l'exploitation d'élevage de poissons avec de l'élevage, on va dire, maraîcher. Non, on est précurseur sur un certain nombre de choses.
Mais l'idée pour nous, c'est de montrer que c'est possible. Et on est même allé plus loin sur un terrain d'environ 3 ou 4 000 mètres carrés. Je n'ai pas la superficie exacte en tête. On a mis des jardins collectifs où les personnes qui habitent à Séguineau en particulier, mais on a ouvert à tous les autres qui le souhaitent, on peut mettre à leur disposition entre 100 et 200 mètres carrés de terrain pour leur permettre de venir exploiter, comme ça se fait un peu partout ici maintenant. Voilà, et jardins familiaux. Les jardins familiaux, jardins collectifs. Et on va beaucoup plus loin, c'est qu'on leur met ça à 200 mètres carrés. Gratuitement ? Gratuitement. D'accord. Oui, c'est une somme modique, 20 € l'année. C'est une cotisation. Une cotisation, quoi. Et on peut même leur donner la possibilité derrière de venir vendre s'ils ont produit une quantité un peu supérieure, de vendre dans le cadre du marché gratuitement. Je crois que s'il n'y a pas une dynamique qui se met en place, les gens n'adhèrent pas. Et même quand on met la dynamique en place, il faut une animation vraiment sur le terrain. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça démarre bien et puis ça s'arrête. Donc chez vous, il y a ce suivi, cet accompagnement donc, au quotidien des Lorinois. Oui, absolument. À travers à la fois l'action municipale, mais également l'action, on va dire, en continuité sur le territoire avec les associations. Et nous soutenons énormément les associations pour leur permettre d'aller au bout de leur démarche à la fois sociale, d'insertion, culturelle, etc., sportive également, et proposer donc à notre population des activités souhaitées. Dans le domaine du social, on va très loin. Aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques mois, nous avons inauguré un point solidarité, un point relais, on peut dire, de la banque alimentaire, qui fonctionne bien, on va dire, malheureusement, mais c'est lié aussi à la paupérisation, aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les foyers. Donc nous nous organisons avec les associations, le Centre communal d'action sociale, pour distribuer à peu près tous les 15 jours des paniers repas à un certain nombre de familles sur le territoire. Mais quand on parle alors je dis souvent territoire, c'est parce qu'on ne s'arrête pas simplement qu'au Lorinois. On l'ouvre le plus que possible sur le reste du territoire pour accepter et épouser notre rôle de centralité sur le Grand Nord. Avant de parler donc, justement donc de Vichères, hein, parce que c'est la thématique actuelle, hein, parce qu'on en parle partout. Très à la mode, oui. Est-ce que justement sur ces actions que vous présentiez à l'instant, est-ce que les personnes nécessiteuses, donc on parlait de paupérisation tout à l'heure, est-ce que les personnes nécessiteuses sont nombreuses, les familles sont nombreuses sur le territoire lorinois? Dans le Nord, parce que le territoire du Nord, c'est un territoire qui est frappé durement par le chômage. Oui. Combien de pourcents, par exemple? Là, c'est plus de 30%. Nous, on frôle les 30-40% de chômage. D'accord. Beaucoup de bénéficiaires du RSA. Mais j'ai pas envie de... Je n'aime pas... ça, c'est la réalité. Par contre, nous, au Lorrain, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que... C'est parce que nous connaissons la réalité que nous mettons en œuvre des opérations pour justement accompagner les gens. On met en place ce qu'on appelle du job dating, faire venir des entreprises, identifier les gens, les accompagner dans la production de leur CV, les préparer à l'entretien, parce qu'une commune, c'est pas forcément son rôle de faire ces choses-là, mais on le fait, parce qu'on est conscient qu'on fait de la préqualification, de la formation, des chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion nous permettent de mettre des jeunes au travail. Aujourd'hui, au Lorrain, on a tourné il n'y a pas très longtemps avec 3-4 chantiers d'insertion, à raison de 10 à 12 personnes sur les chantiers. Donc ça nous permet de prendre des jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi et de leur mettre le pied à l'étrier. L'objectif, c'est pas qu'ils, pendant 24 mois, qu'ils aient un métier, pas un métier, un travail. C'est leur dire, OK, on démarre par ça, mais quel est ton projet de vie ? Ton projet de vie, c'est quelle formation ? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Et à partir du moment où on a la réponse, ou l'accompagnement qu'on va mettre en place pour lui permettre d'extraire cette réponse-là, eh bien, on l'accompagne à ce qu'il aille vers la formation, soit avec la région, enfin la collectivité territoriale, mais si c'est en mobilité, on va mobiliser tous ceux qui sont les acteurs de la formation pour lui permettre de devenir demain une personne qualifiée et puis trouver du travail facilement. D'accord. On rappelle que la compétence emploi n'est pas au niveau de la ville, mais c'est plus au niveau de la communauté d'agglomération ou alors la CTM. La compétence emploi, c'est une compétence qui relève de la responsabilité, on va dire, des entreprises, entre guillemets. Quand je dis ça, ça veut dire que les collectivités n'ont pas vocation à dire qu'elles créent de l'emploi. C'est pas ça. La collectivité mais il y a cet accompagnement. Elle va favoriser la mise en œuvre
du développement qui devrait permettre. Je donne un exemple. Ouais. Au Lorrain, nous avons transformé une école en mini-centre commercial municipal. À l'intérieur de ce centre commercial, on va trouver une fleuriste, un photographe, un maraîcher, Des coiffeurs, des vendeurs de vêtements, un bijoutier. un artisan. Il y a quelqu'un maintenant qui fait pas de la manicure, mais de la, esthétique, bien-être. Du bien-être. D'accord. Donc ça veut dire que la ville a joué le rôle, parce qu'on avait un local, il fallait lui donner une vie, on l'a fait. Et on va continuer, parce qu'on est conscient que chaque fois qu'on a un bâtiment qui pourrait tomber, entre guillemets, en désuétude et non occupé, il faut lui donner une vocation, il faut lui donner une vie. Mais c'est ce qu'on va continuer à faire, parce qu'on a de nombreuses demandes de personnes qui veulent s'installer. Malheureusement, parfois, le prix d'un local dans le privé n'est pas le même prix d'un local dans le public. Donc, on est facilitateur. Alors, tiens, parce qu'on parle de locaux, alors on voit des locaux, mais également des habitations quand on traverse le Rhin, donc qui restent malheureusement inhabités, où les propriétaires ont disparu, ou alors ce sont des maisons folles qui sont là et qui pourrissent d'ailleurs le paysage. C'est la division. Je dis ça, je regarde la caméra et je regarde les gens droit dans les yeux et je leur dis, sortez de la division. Réconciliez-vous avec vos familles, réconciliez-vous avec vos frères, vos sœurs, avec qui on a l'impression quelquefois ça s'est distendu. Maman t'a dit, moi, quand elle a été à moi, il dit, maman, tu m'en sautais, maman. C'est le passé, ça. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut liquider les successions. Il faut aller chez le notaire. Il ne faut pas être gourmand, vorace, en voulant prendre tout à soi. Il faut accepter que, il y a un terrain, et puis qu'il faut qu'on arrive à trouver un consensus. Il faut accepter parfois de se dire, je ne reviendrai pas, peut-être. Et donc, par conséquent, je vais faciliter le fait que celui ou celle qui est sur le terrain, lui dire, moi, ma part, je te la vends, je te la cède. Rien n'est figé, tout est ouvert. Mais ça, c'est un notaire qui peut les aider à aller vers la sortie de la division. Mais si on reste à 8000, 9000 kilomètres et on n'arrive pas à se bouger, ou si parfois on a un frère ou une sœur qui est extrêmement virulent parce qu'il occupe la parcelle et qui dit « moi là depuis 40 ans, c'est à moi ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous le savez, il faut aller chez le notaire. Voilà. Et le notaire va se charger de faire... Et c'est lui qui rassemble tout le monde. Et le notaire va rassembler tout le monde. Et alors, même s'il ne rassemble pas, c'est lui qui... il est là, il joue son rôle de... Il joue son rôle de liquidateur, de succession, contre succession. Parce que parfois, les gens pensent qu'il y a des milliers, des cents ou des fortunes. Et puis, tout le monde n'avait pas dit, puis tu y étais. Donc, quand on a fait la séparation, il y a un petit tu y étais. Puis, ça seulement. On rappelle que le foncier n'appartient à personne. Écoutez, on continue à payer des taxes foncières. Ouais. Parfois, il n'y en a qu'un qui paye la taxe foncière. Les autres font semblant de ne pas s'en souvenir. Par contre, je leur dis simplement, parce que celui qui paye au moment où la succession se fait, il peut très bien ramener sur la table toutes les factures de taxes foncières qu'il a payées et dire voilà ce que je payais pour le compte de l'héritage. Et je le remets devant le notaire qui va additionner et qui va... regardez comment il répartit. On va défalquer tout ça. On va défalquer tout ça. Donc, ne croyez pas que les choses se font aujourd'hui on n'est plus dans l'oralité, on est dans l'écrit. Alors, c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent, qui est omniprésent. Et en plus, les problèmes, alors je le dis bien et devant la caméra, donc les problèmes que nous ne réglons pas aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs petits-enfants. Qui vont devoir le faire. Voilà, qui vont devoir le faire. Donc, à un moment donné, il faut... Il faut prendre ses responsabilités. Il faut accepter que parfois ça peut être difficile. Il peut y avoir des tensions dans la famille. Mais je dis aux uns et aux autres, sortez de la division. Parce que la division, c'est des générations de fonciers qui sont en situation de blocage. Ce sont des familles parfois qui ne se parlent pas, qui sont dans une douleur parce que la maison a été l'objet d'une convoitise ou de conflit. Le notaire peut régler ça en essayant de ramener les uns aux autres. Bon, les avocats aussi, malheureusement, peuvent régler ça devant le tribunal, mais quand on arrive devant le tribunal, ça veut dire qu'il y a un contentieux. Ouais. Et ce contentieux-là, quand il est sévère, et puis il y a quelque chose qui se passe depuis quelque temps, alors certains le dénoncent, puisque je le vois aujourd'hui dans les réseaux, les questions de prescription, les prescriptions acquisitives. Certains disent que oui, ils sont spoliés, ils sont volés parce qu'il y a des prescriptions. Écoutez, imaginez que vous avez laissé un terrain pourrir pendant 50 ans et que vous avez laissé quelqu'un s'y installer pendant une trentaine d'années. Et qu'il peut... C'est 20 ans ou 30 ans 30 ans. Et qu'il peut, de manière
sous notoriété publique, dire que j'occupe ce terrain depuis une trentaine d'années. Mais évidemment, il va faire les démarches qu'il faut. Évidemment, la prescription n'éteint pas le contentieux, mais la prescription permet à cette personne de disposer d'un document qui va lui permettre de réhabiliter, d'asseoir un peu plus sa présence ou sa propriété sur un terrain. À charge pour les familles de ne pas considérer Maniantais Martinique ou bien Maniantais Guadeloupe, et puis ils oublient, et puis 50 ans après, ils se rendent compte que quand ils arrivent, il y a quelqu'un. Ah ben il y a quelqu'un. Voilà. Et des fois, c'est trop tard. Et c'est des conflits. Et c'est trop tard. Bien. Alors, un petit mot sur... alors, j'ai un petit mot, mais on peut en parler. Alors, on en a souffert, on en souffre encore en Martinique, donc de cette vie chère, octroi de mer... alors, il y a plusieurs facteurs. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Je veux bien. Alors, aujourd'hui, c'est devenu donc la problématique à la mode ici dans l'Hexagone, puisque depuis quelque temps, avec cette inflation, donc tout le monde se rend compte que voilà, la vie est chère pour tout le monde, alors qu'on vit donc depuis des lustres, des décennies dans cette vie chère. Comment fait-on pour résister dans cette vie chère en Martinique? Alors, deux choses. La vie chère, quand on associe la vie chère à l'octroi de mer, je dis aux gens, arrêtez, stop. Ouais. Oui. Ça en fait partie. L'octroi de mer est une taxe qui est prélevée sur les produits d'importation et qui participe au financement des collectivités locales. Oui. D'accord ? C'est une ressource, l'une des ressources principales des collectivités locales. Vous avez des marges... En globalité? L'une des ressources. Vous avez la dotation globale de fonctionnement, la dotation globale d'équipement, vous avez les... Alors la question que je vous pose, vente. monsieur le maire, est-ce que cette taxe de l'octroi de mer, on a le taux, il est... C'est 8%. Voilà. Et est-ce que les 8% qu'on paye sur ces produits importés vont directement dans les caisses? Les des 8% vont dans les caisses des collectivités locales. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. Ça nous donne une relative autonomie fiscale. D'accord. Donc, c'est une recette qui rentre dans les produits de la collectivité. Ouais. Et cette recette-là, nous l'affectons dans un premier temps dans le fonctionnement de la collectivité. Et l'année d'après, en fonction des résultats que la collectivité peut avoir, là, on ne parle plus d'octroi de mer, on parle des résultats. L'autofinancement, l'autofinancement, via une recette qui aura été bonifiée, pourra être affectée à la réalisation d'investissements. L'octroi de mer, pour moi, est un produit qui participe à la mise en œuvre de politiques publiques. La culture, les équipements sportifs, l'animation sportive, les charges, le personnel que l'on paye pour pouvoir réaliser ces opérations-là. Il y a les marges des grossistes. Je prends un exemple. À La Réunion, j'ai aimé l'exemple de Maurice Gironcel. Je cite son nom parce que c'est lui qui l'a dit lundi lors du congrès des maires. Il a dit, vous savez, on dit que l'octroi de mer participe à la vie chère. Les produits de première nécessité pour les bébés, le petit lait, les petits yaourts, tout ce qu'on donne aux enfants. Le taux d'octroi de mer qui est appliqué à La Réunion sur ces produits est de 0%. Et pourtant, quand on compare le prix d'un produit, du même produit à Paris et le prix du même produit à La Réunion, pourtant il a pris 30%. Mais ils sont passés où, le 30%? Donc il faut aller regarder les marges avant et les marges arrière. Il y a des gens qui se graissent, et c'est ce qu'on dit souvent. Allons regarder qui se graisse sur les produits. Je peux donner un exemple personnel. J'ai voulu acheter un jour... un alternateur pour un véhicule, quasiment 650 €. J'ai acheté le même alternateur ici, à Paris, pour 146 €. C'est l'octroi de mer qui fait qu'on passe de 146 à 600 €. Je pense que je ne vais pas faire l'injure aux gens de dire que à partir du moment où vous mettez une taxe sur un produit, que ça ne fait pas augmenter le prix du produit. Mais je refuse que l'on me dise que c'est l'octroi de mer qui contribue et participe seul à la vie chère. Faire ça, c'est réducteur. Et tous ceux qui le font, et je leur rappelle, à partir du moment où, je prends un exemple, le montant du produit d'octroi de mer pour la ville du Lorrain, mensuellement, c'est 400 000 €. 400 000 €, en comparatif, c'est à peu près ce que je paye en salaire mensuel sur l'ensemble du personnel. C'est environ 220, 250 agents. Si j'enlève 400 000 € mensuellement pendant 12 mois, c'est 4 millions, c'est 5 millions d'euros. Ouais. Allez, je pense qu'en donnant ces quelques chiffres-là, ça fait réfléchir tout le monde. Ça voudrait dire que l'effectif de la ville prendrait un coup sérieux. On ne pourrait pas continuer à faire un certain nombre de services. Oui, il faut réformer, il faut améliorer le produit, mais s'il faut qu'on perde l'autonomie fiscale
et qu'on diminue sur le montant du produit qui était perçu par la collectivité, c'est une catastrophe économique. Et si on veut remplacer l'octroi de mer par de la TVA, pour moi, c'est une opération blanche. Oui, mais en même temps, quand il y a l'octroi de mer, il y a aussi la TVA, monsieur le maire. Ben, les deux. Mais si vous supprimez l'octroi de mer, donc je n'ai plus le produit. Alors, mais si vous augmentez la TVA, ça n'a rien changé. On parle de coût quand on achète un produit. Oui. Votre alternateur, par exemple, les 600 € que vous payez, dans ces 600 € vous avez l'octroi de mer, vous avez la TVA qui est combien 8% Martinique 8,5. 8,5. Oui. En fait, plus. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Plus la marge. Oui. Quelle marge? De l'importateur. De l'importateur. Quelle marge? Enfin, il y a plusieurs étapes. Ben oui. Oui. Donc, à plusieurs étapes. 146 €, 650 €. Ouais. Bon, je veux bien que le bonhomme. Moi, j'ai rien contre les entreprises. Il faut bien qu'elles margent. Parce qu'elles ont également, elles aussi, des responsabilités économiques et des salariés. Mais plus de 500 € de bénéfices. Alors c'est bien qu'on en parle aujourd'hui donc, dans cette émission. Moi, j'ai reçu, donc, il y a quelques jours, dans cette émission, le député Johnny Aja, qui nous disait on a pointé du doigt. Alors, on le sait bien, on a pointé du doigt, c'est problématique. Donc, un produit qui part donc, de France, de l'Hexagone, qui arrive à Martinique, il y a plusieurs étapes. Tout le monde s'engraisse, mais on a pointé du doigt. Comment fait-on pour arrêter cette machination? On ne peut pas comparer, Mike, on ne peut pas comparer le rôle d'une collectivité locale qui a vocation à être au service de tous, qui a besoin de recettes pour fonctionner, avec les objectifs d'une entreprise privée. Une entreprise privée n'est pas philanthrope. Son rôle, c'est de faire des bénéfices et enrichir ses propriétaires. Alors, je vous posais la question. Une collectivité n'a pas vocation à s'enrichir. Est-ce que les entreprises locales d'importation, enfin, c'est à là qui a un produit ici à amener l'autre côté, est-ce que ces entreprises se gavent de trop? C'est la question que je pose. Non, je vais et pas. On les connaît. Je vais pas. Les grands groupes. Oui, les grands groupes. On les connaît. C'est souvent les grands groupes qui sont pointés du doigt. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils fassent des bénéfices. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut réduire sur les marges. Mais il faut qu'on aille décortiquer la production des prix. Et puis leur dire, faut qu'on arrête. On peut pas continuer comme ça. Vous prenez, allez, il y a quelque chose que j'aimais énormément. Vous prenez un pot de Nutella. Allez, je vais pas faire de publicité. Ici, vous prenez le même pot là-bas. Il y a 4, 7, 8 € de différence. C'est pas possible. Et il y a deux propositions qui viennent souvent. Une proposition qui est de dire, taxons les produits de luxe. Vous êtes des grands consommateurs de champagne. Bon, nous qu'à taxer. Vous aimez le champagne? Bon, on taxe le champagne. C'est pas un produit de première nécessité. Le riz, il faut diminuer dessus, les pâtes, et puis taxons également les véhicules de luxe. Il y a des choses, tout ce qui relèverait du luxe est taxé, parce que ce ne sont pas des produits de première nécessité. Et tout ce qui relève des produits de première nécessité, bloquons les prix. Faisons en sorte que tous les Martiniquais, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le BQP, le bouclier qualité-prix. Eh bien, remettons en place un bouclier qualité-prix pour permettre que les prix soient bloqués et facilitent la consommation. Alors là-dessus, en Martinique, il y a un observatoire qui s'occupe de ça. Que fait l'observatoire? L'observatoire se rend compte parfois qu'avec l'inflation qui est passée par là, les produits ont pris des fois des montants exorbitants. Mais ça, ce n'est pas forcément lié aux entreprises elles-mêmes. L'inflation est là. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à revenir à une situation où Olivier parlait tout à l'heure du relais de proximité de la banque alimentaire. Mais c'est pour ça qu'on a créé aussi le relais. C'est pour venir en aide à des familles qui seraient égorgées, étranglées. Bon, chez vous, c'est quoi? C'est un relais de proximité? Oui, c'est un point de solidarité, c'est un peu un relais de proximité de la banque alimentaire. Ce qu'on appelle ici une épicerie solidaire. Pas que. Non. Ça n'est. Alors, on a à peu près le même rôle, sauf que là, on est vraiment un relais de la banque alimentaire. Donc, on récupère d'abord les denrées auprès de la banque alimentaire et deuxièmement dans les collectes de proximité. Et la dynamique aujourd'hui, c'est que les collectes de proximité ne vont pas forcément directement à la banque alimentaire, mais restent au niveau du point relais. Plus les gens nous donnent, plus on est capable de donner. Voilà. Alors, on parle beaucoup, donc ici, on parle beaucoup d'épicerie solidaire. Vous pourriez aussi mettre une épicerie solidaire? Il y a une épicerie, je ne sais pas si elle fonctionne toujours. Solidaire avec des prix bloqués. Oui, il y avait une épicerie solidaire qui va probablement redémarrer tantôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas que distribuer les denrées, distribuer les paniers repas. C'est qu'il y a un accompagnement social derrière des familles pour leur permettre de reprendre, de regagner en autonomie et surtout en gestion
leurs revenus. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout, mais on y arrive. Les travaux d'infrastructure donc sur la commune du Lorrain. Et puis pour parler donc de tout ça, vous n'avez pas parlé ou très peu de budget. Ça veut dire que vous avez un budget conséquent? Vous avez de l'argent, Lorrain? Non. Vous n'avez pas besoin d'argent? Tous les maires que je reçois ici, tous les élus nous disent qu'on n'a pas assez de dotation pour fonctionner. Non, mais vous ne dites rien. Si, alors nous on dit autrement. S'ils disent on fait avec ce qu'on a. Ouais. On est des gens très humbles, on fait avec ce qu'on a et on essaie de ne pas, faire des choses de manière inconsidérée. Des travaux, il y en a. On est en train de rénover notre gymnase, on est en train de reconstruire notre marché, on est en train de refaire le mur de Croche-Mort, pour ceux qui connaissent. On est en train de travailler, l'année prochaine, on devrait démarrer la Ravine-le Stade. Oui. On est en train de finir l'opération de réhabilitation du quartier Croche-Mort. On est en train de préparer le relogement de 11 familles. Donc, on va reconstruire les logements. On forme des jeunes au métier de la construction de maisons. On est en train de travailler sur la rénovation de la maison de la culture. On est en train de travailler sur la reconstruction et la réhabilitation de la chapelle de Vivet. Le cimetière. Le cimetière. Tout ça en même temps. Oui, tout ça en même temps. D'accord. On a dépensé près d'1 million d'euros sur le cimetière. Vraiment, on a une ville. Très active. Active, Oui. au travail. Ouais. Les gens peuvent voir. On a une page Facebook qui montre au quotidien ce que nous faisons et j'en suis fier. Alors, pour nous permettre de ne pas faire trop chauffer la machine, on a mis en place un PPI, ce qu'on appelle un plan Pluriannuel d'investissement. pluriannuel d'investissement pour Ouais. nous permettre d'y aller progressivement. Et puis là, on est entré en discussion il n'y a pas très longtemps avec la CTM, justement, pour que dans le cadre du contrat territorial, le contrat de convergence, c'est un contrat dans lequel il y a des projets d'envergure qui sont identifiés. Je peux en citer 2. Nous sommes en train de travailler sur un projet le centre équestre. On en a parlé, de plus grande envergure. Et puis d'une cassaverie, mais avec un jardin des essences, pour permettre effectivement aux touristes de découvrir nos essences et puis notre jardin. Puis la dernière chose, c'est... Cassaverie que vous avez déjà au Lorrain. Vous avez déjà une cassaverie. Mais on est sur une privée. cassaverie à vocation pédagogique. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire venir des touristes, des familles, pour découvrir à la fois l'esprit du manioc et de la cassave en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Afrique, pour montrer comment le produit est consommé et diversifié dans les différents continents. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné. Très bien. Un manioc récolté sur le Lorrain. De préférence. D'accord. Ouais. De préférence. De préférence, oui. Ouais. Avec la famille Ragal, et puis tous les producteurs de manioc. Et les dérivés. Moussache, Babade, tous ceux qui participent effectivement à l'identité que le Lorrain avait, notamment en matière de production de ce type de farine. Très bien. Alors le Lorrain, donc je l'ai dit, ville active, très active. Donc il reste encore, allez, on va dire 2 ans et demi, 3 années pour 3 ans. pour boucler donc cette mandature. On ne tire pas de bilan, mais vous êtes parti pour durer avec le Lorrain, monsieur le maire, avec votre municipalité. On est parti pour achever le mandat. C'est déjà ça. Ouais. Je pense que l'exercice... Que vous soumettrez donc aux Lorinois dans 3 ans. On l'a toujours fait. Bilan de mandat, bilan de mi-mandat, bilan de mandat. Et à chaque fois qu'on redémarre et que l'on souhaite redémarrer, projet de ville. Ouais. Et les Lorinois savent ce qu'on va faire dans les années. On va présenter aux Lorinois dans les prochains jours, pas tout de suite. Une fois qu'on aura finalisé le dossier, c'est Lorrain 2030. Que sera demain le Lorrain en 2030 ? Et avec des choses précises. D'accord. C'est demain 2030. Mais oui, c'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui. On est en 2023. Ouais. Donc, on est... Non, mais ça arrive très vite. Alors, on dit que le politique, les politiques, la politique, c'est de réfléchir et de se projeter à 10, 20, 30 ans. Mais c'est ce qu'on va faire. Ouais. Lorrain 2030, il y a des choses que je ne dis pas là parce que... Mais comment vous concevez, vous, ce Lorrain en 2030 ? Dynamique, ambitieuse, solidaire, mais également, entre guillemets, fière. Parce que je pense qu'on a besoin... Mais vous l'avez toujours été, cette fierté. On veut l'affirmer et le réaffirmer, voilà. Très bien. Donc, en tout cas, on vous remercie donc, d'être venu dans cette émission. Les invités de Mike, Olivier Jean-Denis, nos conseiller municipal donc, à la mairie du Lorrain, donc, dans cette délégation emmenée par monsieur Justin Pamphile, donc,
maire donc de cette ville donc depuis quelques années maintenant, 2008 pour 2008, le premier mandat. Ouais. 2008. Ouais. Ça va, tout va bien. Quand il vous croisez le Rinois dans la ville, qu'est-ce que vous... Il n'y a pas vraiment de... Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il vous réclame? Non. Une maison, du travail, qu'est-ce qu'on vous réclame en majorité sur ce territoire? Non, ce qu'ils me disent, monsieur le maire, ne lâche rien. Fonce. Et puis, félicitations à ton équipe pour le travail que vous faites. Ça n'a pas été toujours facile pour vous, monsieur le maire. Mais c'est ça qui fait la beauté du métier. C'est ça qui fait la beauté de la fonction. C'est que quand c'est pas facile, ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Il faut aller regarder là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas. Et puis ajuster, tenir compte des besoins de la population et puis mettre en œuvre. Si vous ne faites pas ça et que vous êtes persuadé d'avoir raison, ben, le résultat dans les urnes vous donne tort. Et jusqu'à présent, au Lorrain, les résultats dans les urnes nous ont donné raison. Ouais. Est-ce qu'on est, alors quand on gère une ville comme le Lorrain, donc un peu moins de 7000 habitants, on est dans une démocratie participative, on demande l'avis aux simples citoyens, donc lorinois. Absolument. En fait, j'ai envie de dire en permanence, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, nous allons bientôt commencer à échanger sur le bilan de mi-mandat. Je dis bien échanger, ça veut dire qu'on ira à la rencontre de la population. On va... Dans les quartiers, vous faites des rencontres interquartiers Absolument. Ouais. On va leur permettre de poser des questions, de nous dire en fait ce qu'ils voient réellement de ce que nous faisons. D'une part, la question de 2030 sera posée tantôt, mais je veux revenir sur quelques mois en arrière. Nous avons beaucoup travaillé, nous sommes beaucoup allés à la rencontre de la population à travers l'adressage, le projet d'adressage donc de la ville. Et d'ailleurs, la population a très favorablement répondu aux invitations, participé, et en proposant des noms de rues, de changer des noms de rues, de changer les noms des bâtiments, de dénommer des rues, des ruelles, etc. Et c'est très important. Ça peut se faire, ça. La mairie mobile, Olivier? La mairie mobile. Ah oui, et puis oui. Non, mais au niveau de l'urbanisme, c'est faisable, ça. On peut débaptiser ce qu'on veut quand on veut. Oui, tout à fait. Oui. Le maire a ce pouvoir. Ce pouvoir, d'accord. Absolument. Et donc, en tout cas, dans les prochains mois, nous pourrons poser de nouveaux panneaux avec de nouveaux noms ou des noms tout nouveaux. Enfin, poser des noms de gens qui ont marqué des quartiers. Qui ont marqué des quartiers. Choisis par la population. Nous n'avons rien imposé à personne. Je dis vraiment, on n'a rien imposé à personne. On a entendu, on a écouté et on leur a demandé de choisir entre 1, 2 ou 3 lorsqu'il y avait plusieurs propositions. Mais il y a aussi autre chose que nous faisons, c'est la mairie mobile. Nous prenons un samedi, et on l'a déjà fait à 4 reprises depuis un peu plus d'1 an. Nous ciblons un quartier et nous sortons de la mairie un samedi, toute la matinée. On va dans un quartier et on invite la population à venir poser leurs questions. Toutes les questions. Aucune question tabou. Ça s'appelle mairie mobile chez vous. La mairie mobile. Voilà. Et effectivement, la population vient, pose des questions sur l'urbanisme, sur les aides auxquelles elle peut prétendre, etc., ou les difficultés de voisinage ou autres. Et nous, avec tous les services, nous essayons d'y apporter des solutions et des réponses. Une dernière question, monsieur le maire. La CTM, puisque vous siégez donc, à la CTM, il y a eu cette politique, en tout cas ce projet donc, du président, donc, de l'exécutif, monsieur Letchimy, donc de mettre en place donc, une politique donc, du retour donc, pour de nos matières grises donc, vers la Martinique. Il est question donc d'amplifier et d'accentuer donc dans cette direction. Vous y croyez, vous, fermement? Bien sûr, puisque au Lorrain, nous avons nous-mêmes fait revenir pas mal de personnes. Nous avons fait revenir notre responsable d'urbanisme qui travaillait à la mairie de Corbeil-Essonnes. Nous avons fait revenir il y a quelque temps, mais ils sont déjà repartis, 2 policiers municipaux qui étaient qu'on est venu chercher ici à Pantin. Notre chef de police qui est parti à la retraite, elle était également, on est venu la chercher. Il y a notre architecte alors, la ville a des projets en ce moment qu'elle développe. Nous avons un architecte concepteur qui est basé ici. C'est un Robertin avec lequel on travaille. Notre cabinet d'architecture qui travaille sur les opérations, c'est un cabinet certes qui est basé ici, mais la personne avec qui on a le plus de contact, c'est quelqu'un de Saint-Joseph. Non, je suis... et puis nous avons de nombreuses demandes de personnes qui veulent rentrer. Nous avons fait rentrer notamment sur le périscolaire quelqu'un qui travaillait, qui habite le quartier Vallon et qui travaillait ici.
Nous avons fait des regroupements familiaux quand c'était nécessaire. Il y a des personnes qui nous ont sollicité parce que leur maman était seule et c'était possible au moment où on est ouvert à ça. Et quand c'est possible, on le fait. Quand c'est pas possible, on dit à cette personne d'être patiente. Et puis là, les jours prochains, on a un jeune qui est venu nous voir, qui habite à Lyon, un jeune Lorinois, qui va ouvrir une boucherie au niveau de la ville. Et compte tenu du fait qu'on a relancé la réhabilitation du marché, on lui a demandé de se préparer pour pouvoir occuper un local dans le marché en tant que boucher. Et pareil pour des poissonniers. Donc, on est ouvert à ça. Et tous ceux qui viennent nous voir et qui ont un vrai projet et qui veulent rentrer, moi, je suis au contraire favorable à les aider. Très bien. Qu'est-ce que vous avez envie donc de dire aux Lorinois qui nous regardent aujourd'hui, qu'ils soient sur Free, Orange, Bouygues, Dailymotion, YouTube ou encore le Facebook de Télé-Antilles? Qu'est-ce que vous avez envie donc de dire? Adressez-vous aux Lorinois donc de France et de l'Hexagone, vous qui êtes là. Donc Olivier Jean-Denis, pour démarrer. Oui, absolument. Mais déjà, remercier Télé-Antilles, vous féliciter pour le travail que vous faites, parce que c'est très important, de pouvoir ouvrir donc le canal sur les Antilles et la France hexagonale, mais de pouvoir nous recevoir aussi, d'échanger avec vous, mais aussi avec la population sur ce que nous faisons, ou sur tout le travail que nous avons entamé sur le territoire. Merci beaucoup pour votre écoute, pour ce temps passé avec vous. Et bien sûr, comme on vous le dit, on va vous inviter tous au Lorrain, tantôt, pour venir à la fois profiter des animations et voir le travail que nous faisons. Nous, avec toute l'équipe, on fait ce travail d'accompagnement. Donc, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici dans cette émission, les invités de Mike. Donc, si vous souhaitez donc rentrer en contact avec nous, vous nous envoyez un petit mail, donc les invités de Mike@gmail.com. On vous répondra, ou sinon vous allez sur mon Facebook, Mike Rodzen, et voilà, vous nous lancez des petites invitations et on vous accueille dans cette émission comme Justin Pamphile et Olivier Jean-Denis, donc dignes représentants donc de la ville du Lorrain, donc voilà, cette belle ville du Nord Atlantique de la Martinique. Le mot de la fin, monsieur le maire? Il sera simple, mais je leur dis, restez confiants. Moi, je pense que nous sommes dans une société où aujourd'hui l'espoir peut vite partir parce que quand on écoute l'actualité en boucle, on a l'impression que le monde c'est un chaos. Nous avons une ville qui aujourd'hui est une ville où l'espoir, où le cœur, nos émotions sont parfois là. Donc je leur dis que la ville travaille, les élus travaillent. Restez confiants dans l'engagement que nous avons pris pour faire de cette ville une ville moderne. On n'a pas eu le temps de parler de tout le travail qu'on fait actuellement en matière de numérique pour nous permettre de franchir ce 21e siècle. On aura l'occasion d'en reparler très certainement, mais je vous dis simplement que c'est avec vraiment un immense bonheur et un immense plaisir que l'on travaille sur tous les projets qui ont été présentés et qui sont actuellement en développement sur le territoire. Alors, on n'a pas parlé non plus de sécurité. On sait que c'est un problème qui est criant. Est-ce qu'on vit paisiblement, tranquillement sur le territoire lorinois? Plutôt. Mais on est attentif, on est véatif. Alors, dans les prochains jours, mais là, je prends la casquette de président de l'Association des maires de Martinique, on a travaillé sur un document qui constitue en fait un contrat territorial de sécurité. Et sur le contrat territorial de sécurité, il y a un engagement qu'on avait pris à une époque qui était l'engagement de mettre en place de la vidéosurveillance. Ça vient. Des caméras embarquées également sur nos policiers municipaux pour pouvoir justement avoir des éléments de trace si matière il y avait d'infractions ou de difficultés, mais pas que. J'appelle ça également de la sécurité passive. L'éclairage public, la ville actuellement investit plus d'1,8 million sur le renouvellement des 1300 points lumineux d'éclairage public pour apporter à la fois du confort, mais également de la sécurité passive. Et puis il y a d'autres choses que nous faisons et en 50 minutes, 1 heure, on n'aura jamais suffisamment le temps de tout dire, mais vu le travail qui est abattu. Mais c'est déjà ça. En tout cas, vous êtes venus nous voir ici dans cette émission, les invités de Mike. Merci à vous. Merci donc à Olivier Jean-Denis, donc conseiller municipal au Lorrain, mais également délégué communautaire donc à Cap-Nord. Et merci à vous, monsieur Justin Pamphile. Merci à tous. Donc maire donc de la ville du Lorrain. Merci à vous et merci à tous Lorinois et Lorinoises aussi, donc oui. Lorinoises et Lorinois donc qui nous ont regardés, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, que vous soyez sur Dailymotion, YouTube ou encore Facebook. Et on nous regarde également en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également en Corse. Et puis on a peut-être des Lorinois un peu partout. Hein, dans le monde. Ils sont aux États-Unis, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion.
Voilà, ils sont partout. Ah ben, nous les saluons tous. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon qui nous a réalisé cette émission. Et à très vite sur Télé Antilles avec d'autres invités dans cette émission, les invités de Mike.